Ah, vous êtes là? Vous savez ce que j'aime dans la vie? C'est le chocolat chaud. Et bien sûr, le cinéma. Et une des personnes qui m'a fait aimer le cinéma, c'est David Heyman. Si David Heyman, le mec qui a produit les Harry Potter, il a créé le style de film à série comme on a eu après, Hunger Games et plein d'autres films comme ça. Il a fait aussi Paddington, Gravity, il passe d'un genre à l'autre aussi facilement. Un grand amoureux de l'Angleterre en plus. Vous savez quoi, je vais vous en parler. Installez-vous bien confortablement. Prenez un bon chocolat chaud, une bonne bière, un bon paquet de chips. Bon, ok, débutons par ce G. Attends, mais t'es qui, toi? Bah, à chaque fois, tu dis ah, je vous avais pas vu, prenez un chocolat chaud ou une bière, installez-vous. Moi, ça fait 16 vidéos que je m'installe ici, hein. Tu me vois pas, hein. T'es pas une hallucination? Comme quoi, je vais continuer à prendre mes médocs, moi. Hein. Bienvenue dans cette vidéo qui va parler d'un des producteurs les plus influents de l'industrie cinématographique. De début de sa carrière jusqu'à ses films les plus influents, mesdames et messieurs, David Heyman. David Heyman est né le 26 juillet 1961 dans la banlieue de Londres. Il est le fils de John Heyman et de Norma Heyman, tous deux producteurs de films. Producteur en l'occurrence des Liaisons dangereuses de Madame Anderson présente. David Heyman a étudié à l'université d'Harvard. C'est là qu'il commence à se familiariser avec l'industrie cinématographique et la production de films. Il suit un petit peu la trace de ses parents. Après ses études dans l'université d'Harvard, David Heyman se lance vraiment dans le métier en tant qu'assistant de production. Les premières productions de David Heyman ont posé les bases de sa carrière dans l'industrie cinématographique. Avant de devenir célèbre en tant que producteur, Heyman a travaillé sur plusieurs projets qui ont contribué à forger son expérience et sa réputation dans le domaine. Il entame son parcours comme assistant, toutefois auprès d'un cinéaste de renom qui fait son baptême du 7e art, David Lean, avec La Route des Indes. Nous sommes en 1984. Lean est au crépuscule de sa carrière et Heyman à l'aube de la sienne. David Heyman a rejoint United Artists en tant que vice-président de la production internationale en 1986. Pendant son temps chez United Artists, il a été impliqué comme des productions de plusieurs films qui ont contribué à façonner son expertise et son réseau dans l'industrie cinématographique. Il bifurque vers le circuit indépendant en produisant Juice en 1992. Un film puissant centré sur le milieu du gangsta rap new-yorkais et resté assez confidentiel en France en l'absence de doublage, malgré un caméo très connu de Dr. Dre. Ou comme Day Trippers en 1996, où lui a été producteur exécutif de ce film indépendant réalisé par Greg Motola. Le film suit une femme et sa famille à la recherche de la vérité sur la fidélité de son mari, après avoir découvert une lettre troublante. Bien que le film n'ait pas connu un grand succès commercial, il a montré le potentiel de David Heyman en tant que producteur. Ou encore avec Ravenous en 1999. Heyman a produit ce film d'horreur d'aventure réalisé par Antonia Bird. Le film se déroule dans un fort isolé en Californie au 19e siècle et suit un officier de l'armée américaine qui découvre un sombre secret impliquant le cannibalisme. Bien que le film n'ait pas été un succès commercial majeur, il a acquis la reconnaissance pour son originalité et son style visuel distinctif. Ses premières productions ont contribué à établir la carrière de David Heyman dans l'industrie cinématographique et ont préparé le terrain pour la suite. Oh, ça va? Oui, ça va. Pourquoi tu me demandes si ça va? Bah, t'as commencé par Heyman a poursuivi sa carrière et après t'as plus rien dit. J'ai l'impression que tu faisais un AVC, t'avais bugué. Quoi, t'entendais rien? Tout ça était dans ma tête? David Heyman revient en 1997 et fonde Heyday Film, une petite boîte de production. Il galère à trouver des films à produire et produit des petits téléfilms par-ci par-là. Un jour, sa secrétaire arrive et lui propose de lire Harry Potter, roman qui explose à ce moment-là. Ça l'intéresse pas trop lui. Il pose dans un coin de son bureau et après plusieurs semaines s'intéresse au livre. Et le lit et revient le lundi en étant brillante en pouvant l'adapter au cinéma. Quand j'ai lu le livre, il n'a pas encore été publié. Oh, ok, c'est bon. Quand j'ai lu le livre, il n'avait pas encore été publié. J'en avais entendu dans une revue professionnelle de l'édition. Un week-end, ma secrétaire l'a emporté chez elle. Le lundi matin, en réunion, j'ai demandé si quelqu'un avait lu quelque chose d'intéressant. Elle a répondu « Oui, moi ».
Harry Potter et la pierre philosophale. Harry Potter et l'école des sorciers, en français. Je me suis dit, pas génial comme titre, mais de quoi ça parle? Après avoir lu et aimé le roman de J.K. Rowling, David Heyman a rencontré l'auteur à une fête pour la sortie du livre. Elle avait bien arrosé la soirée précédente, elle était bourrée. Mais j'ai vu qu'elle était une femme impressionnante. Elle disait qu'elle écrivait 7 livres. Personne ne savait si elle le ferait. Là, il faut trouver une maison de production. David Heyman avait déjà travaillé avec la Warner, aux États-Unis. Donc naturellement, c'est qu'il va aller voir pour les 2 premiers films. Le livre était devenu un phénomène mondial. Le studio est rendu aux exigences de la romancière, tournage en Grande-Bretagne avec des acteurs britanniques. Il n'a pas été difficile de convaincre de grands comédiens d'Angleterre. Pour 2 raisons, explique le producteur. Les personnages sont très vivants et la plupart des acteurs adultes avaient des enfants ou des petits-enfants, qui ne sont pas autorisés à dire non. Richard Harris, par exemple, c'était un peu mon parrain, mon père, qui est mon agent dans les années 60. Je lui ai proposé le rôle de Dumbledore, il a répondu non, et sa petite fille lui a dit « Si tu ne dis pas oui, je te parlerai plus jamais ». Que peut-il faire? Restait plus qu'à choisir le réalisateur du premier film. J.K. Rowling et David Heyman voulaient choisir Terry Gilliam, le réalisateur de Brazil. Mais celui-ci n'étant pas dispo, il choisit donc Chris Columbus, le réalisateur de Maman, j'ai raté l'avion. Un choix plus conservateur selon J.K. Rowling et un choix qui fait plaisir au studio. Il me semble qu'ils auraient pu s'en tirer en étant un peu moins généreux. Je ne devrais sans doute pas le dire, mais je crois que les films auraient connu un très grand succès sans l'attention des détails qu'on y trouve. Dès le début, les films coûtent cher. Près de 1 milliard de dollars pour Harry Potter et l'école des sorciers. Combien? Les films aussi durent très longtemps, 120 jours de tournage pour le premier film, jusqu'à 270 jours de tournage pour Les Reliques de la Mort. Partie 1 et partie 2, les deux furent tournés en même temps. La série est tout de suite rentable avec ses éditions vidéo, on est en plein boom du DVD. Ses produits dérivés, contrôlés mais autorisés par J.K. Rowling, et depuis 2010 son parc d'attractions à Orlando en Floride, géré par Universal. Au 3e épisode, Le prisonnier d'Azkaban, Chris Columbus rend son tablier et David Heyman impose le Mexicain Alfonso Cuarón, qui vient de connaître un succès avec une comédie aigriarde et Tu Mama Tambien de 2001. Le studio était horrifié et se demandait qu'est-ce que Cuarón ferait faire à Harry, Ron et Hermione. Mais Y Tu Mama Tambien parlait de la fin de l'adolescence et Azkaban de son début. Cuarón, comme son successeur Mike Newell, ne se sent pas d'attaque pour diriger 2 épisodes d'affilée. Pour tourner L'Ordre du Phénix, Heyman fait appel en 2006 à un réalisateur de télévision, David Yates, qui a remporté un succès international avec la mini-série Jeu de pouvoir, que David Heyman définit comme un film politique éminemment distrayant. C'est David Yates qui amènera Harry et ses condisciples jusqu'à la fin de leur étude. Quand Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint et leurs camarades de Poudlard ont tourné leur premier plan, ils étaient comme enfants et ils ont aujourd'hui entre 21 et 23 ans. Avec eux, j'étais comme un proviseur ou un professeur. Jamais avec les 3 rôles principaux. Mais certains jeunes ont eu des problèmes en route. Dans ce cas, il faut les aider à les surmonter. Parfois, ils ne le peuvent pas et certains élèves, enfin, je veux dire acteurs, ont été exclus, l'un d'entre eux parce qu'ils n'avaient pas une bonne influence. Autre contrainte, il a fallu arranger les plans de tournage au cours de l'année universitaire d'Emma Watson, qui a été admise à Brown, une des plus anciennes universités de Nouvelle-Angleterre. Pendant que les enfants passaient à l'âge adulte, le cinéma passait à l'ère du numérique. David Heyman ne supporte plus trop de voir les effets spéciaux des premiers films. Et du coup, passe au tout numérique pour Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 et les Reliques de la Mort partie 2. D'ailleurs, la magnifique maquette de Poudlard qui faisait la joie des équipes des studios de Shepperton est passée en full 3D. Et la magnifique scène où Harry, Ron et Hermione s'échappent du ministère de la magie dans les Reliques de la Mort partie 2 est tournée sur fond vert, elle. David Heyman pense que l'idée de réaliser toute la série en 3D viendra inévitablement sur le tapis. Ce serait l'occasion de revenir à une histoire qu'il a occupée pendant 14 ans de sa vie. De bien des manières, j'étais prédestiné à ne pas faire ces films. Je n'avais jamais produit à cette échelle, je ne m'étais jamais intéressé aux produits dérivés, aux parcs d'attractions, ni aux jeux vidéo. Ça a été un des plus grands des cadeaux. Je suis un bien meilleur producteur aujourd'hui qu'il y a 14 ans. Entre soulagement et nostalgie, c'est un peu comme finir l'université. On a beaucoup appris, on s'est fait des amis. David Heyman conclut, on ne finit jamais un film, on le laisse vous échapper. Du reste, ce dernier aimerait être ailleurs, sur le plateau du premier film après les 8 Harry Potter, Gravity d'Alfonso Cuarón, avec George Clooney et Sandra Bullock. Mais il a tant fait pour Potter qu'il peut encore une fois raconter son histoire.
D'ailleurs, je fais une petite aparté, il y a eu un film franco-anglais qui a été produit par notre cher David. Studio Canal, coproduction avec TF1, moi, monsieur, je sais tout, je connais tout sur le cinéma, j'ai tellement science. Qu'est-ce que tu dis en fait là? Ah non, non, en vrai non, salut, Jo, j'écoutais pas, vraiment pas du tout. En tout cas, je peux te dire, c'est un bon divertissement. Oh, ok. Le film a été annoncé pour la première fois en septembre 2007 avec David Heyman à la production et Amish McCall au scénario. Ça stagne un petit peu jusqu'en 2013 où David Heyman annonce Colin Firth dans le rôle de Paddington. Mais c'est d'ailleurs le film le plus cher pour Studio Canal, avec pas moins de 38,5 millions d'euros. Les lieux de tournage de Paddington étaient principalement dans l'ouest de Londres. Les scènes de la gare de Paddington ont été tournées à l'intérieur de la gare de Londres Paddington, bien que les plans extérieurs aient été tournés à la gare de Marylebone. Les plans extérieurs de la maison de la famille Brown à Windsor Gardens ont été tournés près de Charcoal Crescent à Primrose Hill. Les scènes de la boutique de Monsieur Gruber ont été tournées à l'intérieur de la boutique d'antiquité de Portobello Road et la séquence de poursuite en planche à roulettes a été tournée au marché de Portobello Road et à Maida Valley. Pour la station métro fictive Westbourne Hawk, les trois emplacements distincts ont été utilisés. Le hall d'entrée de la station de métro de Maida Valley, les escaliers mécaniques à l'intérieur de la station de métro de St. John's Wood et les quais désaffectés de la ligne Jubilee sur la station de métro de Charing Cross. Avec l'extérieur de la gare d'entrée du Reform Club sur Pall Mall ont servi du lieu à la guilde des géographes, tandis que d'autres scènes intérieures ont été tournées à l'intérieur de Hatfield House à Hertfordshire. Les scènes du musée ont été tournées au musée d'histoire naturelle de South Kensington et une maison sur Dunshorn Hill à Hampstead a servi de domicile à Millicent Clyde. En juin 2014, après la fin du tournage principal, Colin Firth a volontairement quitté le film après que le studio ait décidé que sa voix ne convenait pas à Paddington. Le rôle a été redistribué sur le mois suivant avec Ben Whishaw qui a accepté de jouer le rôle titre. Paddington a été créé en utilisant une combinaison d'imagerie générée par ordinateur et d'animatronique. D'ailleurs, petite anecdote, dans le doublage ukrainien, Paddington est doublé par Volodymyr Zelensky, qui deviendra plus tard le président de l'Ukraine. Колись було, а зараз ви собачу їжу рекламуєте. І до мене такі добрі і привітні, попри те, що вони страшенно зайняті. Знаєте, вийшло набагато краще, ніж я думав. Tu sais ce que moi j'aime dans la vie? C'est rire. Et tu sais ce qui me fait rire? C'est l'humour. L'humour fait très rire. Fais-moi rire. Quel est l'acteur préféré des informaticiens? Mais non, pas ça, je m'en fous de ça. Fais-moi rire, tu fais des parodies avant avec des flics, tout ça. Fais-moi rire avec une parodie de flic, quoi. Ok, c'est écrit sur le clavier. Mais ok, ta parodie, elle est là, hein. I don't know who I am for him here for an investigation, but it's great, man. D'ailleurs, il le félicite toujours aujourd'hui, David Heyman, avec des films comme Barbie ou Wonka qui vont sortir. Il passant d'un genre à l'autre, passant de films avec des sujets ultra difficiles, ultra profonds, à des films très colorés. La création du film Barbie est un projet ambitieux qui a réuni des talents de haut niveau à Hollywood pour donner vie à la célèbre poupée. La réalisatrice Greta Gerwig et l'actrice Margot Robbie, avec le soutien du producteur David Heyman, ont transformé une idée ambitieuse en réalité cinématographique. En collaboration avec Mattel Films, ce film propose une vision moderne et consciente de soi de l'univers de Barbie, tout en abordant des enjeux de féminisme et d'empowerment. Greta Gerwig a été choisie pour diriger le projet en raison de sa réputation en tant que cinéaste talentueuse et novatrice. Avant d'être impliquée dans le projet Barbie, Greta Gerwig avait réalisé des films acclamés de la critique, tels que Lady Bird et Little Women, qui avaient démontré sa capacité à créer des histoires profondes et nuancées centrées sur des personnages féminins. Son approche artistique et unique et son engagement envers la représentation authentique des femmes ont suscité l'intérêt des producteurs et des studios. Mattel, la société mère de Barbie, cherchait à moderniser l'image de la poupée emblématique tout en abordant des questions importantes telles que la féminité, la diversité et l'émancipation des femmes. Greta Gerwig semblait être la réalisatrice idéale pour réaliser cette vision. Margot Robbie, parfaitement choisie pour incarner Barbie, a également coproduit le film avec la société Lucky Chap.
Le film a été développé dans des circonstances inhabituelles avec l'influence de la pandémie du Covid-19 qui a permis aux créateurs de travailler à huis clos et de créer un scénario novateur. David Heyman a été un élément clé pour amener ce film-là à la réalisation. Sa vision, son expérience ont amené Barbie à devenir un film avec une profondeur et en étant un film très réfléchi. Les discussions autour de la réalisation du film ont lieu dans le légendaire Polo Lounge de Beverly Hills, où David Heyman et les producteurs ont essayé de faire un film avec des sujets sensibles tout en honorant l'héritage de Barbie. Le film lui-même se déroule dans le pays de Barbie, une utopie où chaque Barbie a une carrière impressionnante et où les problèmes féministes semblent résolus. Cependant, le film explore les défis personnels de Barbie et Ken, affronte et s'aventure dans le monde réel, ce qui permet d'aborder des thèmes de découverte de soi, de positivité corporelle et de féminisme moderne. D'ailleurs, toutes les parties intérieures du film Barbie ont été tournées dans les studios de Livingston, en Angleterre. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de parler de ce studio mythique qui est Livingston Studio. Livingston est une petite ville au nord de Londres, dans le district de Three Rivers, dans le comté de Hertfordshire. Elle est très connue notamment pour accueillir les studios de Warner Bros. Studio très connu pour tout ce qui est production audiovisuelle et cinématographique, européenne comme hollywoodienne. Les Livingston Studios, également connus sous le nom de Warner Bros. Studios Livingston, sont de complexes studios de cinéma situés à Livingston, dans le comté de Hertfordshire, en Angleterre. Ces studios ont une importance majeure dans l'industrie cinématographique car ils ont été utilisés pour la production de nombreux films à succès, notamment la série des Harry Potter. Initialement, les Livingston Studios étaient un aérodrome construit en 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, l'aérodrome a été utilisé à diverses fins industrielles, mais c'est en 1994 que l'histoire des studios cinématographiques ont commencé. La production du premier film de la série Harry Potter, intitulé Harry Potter à l'école des sorciers, a nécessité d'importantes installations de tournage, et les Livingston Studios ont été convertis en studios de cinéma pour répondre à ces besoins. Au fil des années, les studios continuaient à être agrandis et modernisés pour accueillir de nombreuses productions cinématographiques et télévisuelles. Les installations comprennent des plateaux de tournage de différentes tailles, des décors permanents, des espaces de production, des bureaux de post-production, des laboratoires de son et bien plus encore. Les Livingston Studios sont également équipés de dernières technologies en matière de cinéma, ce qui fait un lieu de choix pour de nombreuses productions de grande envergure. En plus de la série de films Harry Potter, plein de films ont été tournés à Livingston Studios, des films notables comme Wonder Woman, le Justice League, les Animaux Fantastiques ou encore James Bond 007. C'est devenu un pôle cinématographique majeur dans le Royaume-Uni et même dans le monde entier. Les Livingston Studios ne sont pas seulement utilisés pour des tournages de films, mais ils proposent également des visites guidées pour les femmes qui souhaitent découvrir les décors et les coulisses des productions cinématographiques emblématiques qui ont lieu. Cela offre aux visiteurs une opportunité unique de plonger dans l'univers du cinéma et de voir de près les lieux où leurs films préférés ont été créés. Les Livingston Studios ont joué un rôle important dans le développement de l'industrie cinématographique britannique. Ils ont attiré de nombreuses productions internationales en raison de leur installation de pointe et de leur expertise dans la réalisation de films de haute qualité. De plus, leur emplacement à proximité de Londres, une ville dynamique culturellement riche, fait un choix idéal pour de nombreuses équipes de production. Les studios ont également contribué à stimuler l'économie locale en créant des emplois et en générant des revenus pour la région. De plus, l'industrie cinématographique en général a bénéficié de la présence des studios, car ils ont encouragé le développement de talents, de compétences dans tous les domaines de production cinématographique, de la réalisation à la post-production. En 2010, les Livingston Studios ont été acquis par Warner Bros, qui a investi massivement dans la modernisation et l'expansion des installations. Cela a permis de renforcer davantage leur position en tant que principaux centres de production cinématographique en Europe. Wonka. J'ai pas d'idée de transition en fait. On va parler du film Wonka qui sort en décembre et qui est produit par David Heyman. Parce qu'en fait la vidéo parle de lui en fait, c'est pour ça. Voilà. Tu sais quoi? Plus tu vieillis, plus tu prends de l'expérience, plus tu t'améliores. C'est de l'ironie, hein. Pardon, vraiment, c'était vraiment pas ouf. En octobre 2016, Warner Bros. Pictures a acquis les droits du personnage de Willy Wonka créé par Roald Dahl et détenu par Disney pour le développement d'un film produit par David Heyman et Michael Siegel. En février 2018, il a été annoncé que Paul King était en négociation pour réaliser le film. La même année, il était rapporté qu'à la liste restreinte des acteurs pour incarner Willy Wonka comprenait Donald Glover, Ryan Gosling et Ezra Miller, et le film serait un préquel au film de 1971, Charlie la chocolaterie. En février 2021, il a été confirmé que Paul King réaliserait le film intitulé Wonka. En mai, Timothée Chalamet a été choisi pour le rôle titre et était annoncé que le film inclurait plusieurs numéros musicaux.
Chalamet était le premier et unique choix du réalisateur pour le rôle, déclarant qu'il avait offert le rôle sans audition après avoir vu ses performances vocales et de danse sur YouTube pendant ses années de lycée. Il a également été révélé que le scénario était coécrit par Simon Farnaby, collaborateur de Paul King sur Paddington 2, dont en 2017, et que Jeff Natterson, Simon Rich et Simon Stephenson étaient également contribués au matériel littéral supplémentaire. Tom Holland avait également été considéré pour le rôle avant que Chalamet ne soit choisi. En septembre 2021, il a été annoncé que Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Olivia Colman et Jim Carter étaient parmi les nouvelles recrues du casting, avec également un rôle pour Farnaby. Le tournage a commencé au Royaume-Uni en septembre 2021 avec Seamus McGarvey comme directeur de la photographie, Nathan Crowley comme directeur artistique et Mac Everson comme monteur et Lindy Erdming comme costumière. Les prises de vue ont lieu à Lyme Regis et à Bath, ainsi qu'au studio Warner Bros. Levenson Studio à Watford. Des scènes ont également été tournées à Rivoli Ballroom, à Brocquay, à Londres, en décembre. McGarvey a quitté le projet en tant que directeur de la photographie et est remplacé par Chung Chung-hoon. Des scènes ont été tournées à Oxford en décembre et en février. Le film Wonka est un préquel de l'histoire du célèbre chocolatier excentrique qui est Willy Wonka. D'ailleurs, un casting impressionnant est réuni pour donner vie à ce film, à ce préquel au film de Charlie et la chocolaterie sorti en 1971. Bon, maintenant, passons à la conclusion. Bon, en concluant, alors moi j'aime bien David Ayman parce qu'il aime bien l'Angleterre, il montre son amour à son pays à travers les films qu'il produit. Hein. Ah, mais c'est chaud en fait. Ok, c'était très pertinent d'ailleurs. Étonnant, mais très très pertinent. Bon bref, concluons. David Ayman est un très grand producteur de sa génération, même le plus grand si je puis dire. Depuis le début des années 2000 jusqu'à maintenant, il a produit beaucoup de films en switchant de genre, en passant du genre très enfantin au genre plus profond, plus dark, en passant des Harry Potter, Paddington jusqu'à Gravity. Même en regardant l'évolution des films Harry Potter, avec son impulsion, c'est passé à un film très gai, très joyeux, à des films de plus en plus dark, de plus en plus adultes, grandissant justement avec sa génération. C'est un génie et qui sait essayer de trouver des manières très conceptuelles de faire du cinéma. C'est quelqu'un, comme vient de dire mon ami, qui est très fan de l'Angleterre et très fan de son pays, qui veut justement le montrer au monde entier. C'est pour ça que la plupart de ses films se passent au Royaume-Uni. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur David Ayman, ce nouveau nom de Zeus. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et n'oubliez pas les gars, vivez cinéma. À tantôt!